quand je fais en visite à domicile, j'ai 5 patients en suivi à domicile. Quand je vais les voir, je suis payée 35 balles. Je me déplace, ça me met 50 minutes à 1 heure, je suis payée 35 balles. Mais je me dis, mais c'est pas normal que de base, on n'ait pas une revalorisation de l'acte. Le seul truc, donc ça, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, on est tarifié à l'acte. Et en fait, du coup, les médecins, pour ceux qui veulent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, ils font passer plein, ils voient de plus en plus de patients. Puisque, en fait, tu vois un patient 5 minutes ou tu vois un patient 40 minutes, t'es coté pareil. Et c'est peut-être là le problème, en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Alors, Amélie donc. Ouais. C'est ça. Tu vas bien? T'es à l'aise? Tranquille? Ouais, ça va. Okay. Un peu stressée, mais ça va. On est donc avec Amélie. Salut Amélie. Fab. Amélie, tu m'as envoyé un message pour me dire, dis donc, faudrait parler de ça, ça serait super. Et je t'ai pris à ton propre piège. Ouais, exactement. Parce que je t'ai dit, viens. Mais je crois que je t'ai pas raconté le contexte dans lequel je t'ai envoyé le message. Mais non, pas du tout. C'est marrant. Ok, tu vas raconter. Ouais. Tu me disais que t'avais un peu peur? Ouais, j'ai surtout plein de trucs à dire, donc j'espère que je vais avoir le... T'as pris tes notes, tu m'as dit, mais tu veux pas prendre tes notes? Ouais, j'ai fait ma bonne élève. Ouais, c'est mon tu les as sur ton téléphone? Ok, ouais. d'accord. Ça marche. Ça, j'ai fait ma freak control, quoi. Ah ouais? Ouais. Va falloir laisser aller, tu sais. Bah oui, je sais. C'est pour ça que je viens. Ouais. Amélie. Ouais. T'es docteur? Ouais. Moi, je suis médecin généraliste. Médecin généraliste. Ouais. J'imagine que c'est une précision importante. Ouais, c'est pareil. Hein. Moi, je suis médecin généraliste, mais je pense que ça aurait pu être un épisode avec un spécialiste aussi. Mais en tout cas, je suis médecin, ouais. Est-ce que tu peux me redonner un peu de contexte sur pourquoi tu m'as envoyé ce message et qu'est-ce que tu m'as raconté? Je t'explique. Ça, je te l'ai pas dit dans le message. Je t'ai envoyé un message vocal. En fait, c'était le 30 novembre et c'était la veille de la grève des médecins du 1er et du 2 décembre. Et en fait, j'avais un patient qui est pas venu, un lapin, et j'étais sur Twitter comme souvent quand je scrollais sur Twitter. Bon, j'aime pas trop Twitter parce que je trouve que c'est très négatif. Il y a beaucoup. Faut aimer être en colère, pour. Voilà, exactement. Après, tu peux trouver, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dire, c'est en fait tu crées ton propre réseau social, c'est-à-dire que si tu dégages tous les gens vénères et que tu mets que des trucs de mèmes et des blagues et des gifs, en fait tu vas avoir un Twitter très drôle. C'est ça. Mais en l'occurrence, moi, ça fait plusieurs années que je cherche un équivalent à Twitter, mais que je n'y arrive pas parce que j'ai beaucoup d'informations de la communauté médicale et notamment d'autres médecins par Twitter. J'ai des informations de dingue et je me sens tellement moins seule dans ma pratique grâce à ce réseau social-là. Okay. Donc c'est pour ça que j'y suis encore, mais parfois je trouve que c'est vraiment très, très, très négatif. Naguère, il y avait des blogs j'imagine qu'il y a peut-être encore des Toubib qui font des blogs de Toubib. C'est possible, mais là je suis pas sur Mastodon, donc on voit. Ouais. Ok. Mais en tout cas, je lis encore Twitter et donc j'étais en train la veille de la grève des médecins et je vois un tweet où comme d'habitude ça tirait à balles réelles, c'est-à-dire que les gens s'engueulaient et c'était sur la rémunération des médecins et ça devait être un tweet d'une médecin qui disait un truc du genre parce qu'en fait donc du coup la grève du 1er et du 2 décembre avait plusieurs revendications, mais celle qui a été mise en premier par les différents syndicats, puisque pour une fois, tous les syndicats étaient d'accord dans cette grève, ce qui est assez rare. Sauf que, en fait, les gars, bon, j'avoue, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit un peu, non, mais les gars, vous êtes sérieux? La première revendication, et bien sûr celle qui est sortie dans les médias, c'était la revalorisation de la consultation des médecins généralistes, en passant de 25 à 50 euros. Donc je t'avoue que même moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit
Une grosse Les gars, augmentation. Ouais, vous voulez pas des frites et un coca tant que vous y êtes. Donc même moi, au début, je me suis dit non mais vous êtes sérieux. Enfin, comment on peut être pris au sérieux avec une telle première, Une revendication aussi importante. revendication. Alors que c'est tellement pas ça qui est important en vrai, et je suis aussi venue ici aujourd'hui pour parler de tout ça. Et donc du coup, ils tiraient à balles réelles. Enfin, il y avait ceux qui étaient là. Non, mais comment on peut se plaindre quand on gagne ce salaire-là, enfin ces revenus-là, parce qu'on n'est pas salarié. Oui. Moi, je suis libérale, donc Oui. ça on va en parler aussi. Quand on a ces revenus-là par rapport aux Français, comment on peut oser demander une revalorisation de notre consultation? Et puis les autres qui étaient là. Oh là là, mais si vous voulez, les gauchistes, ils ont qu'à rester à 25 € et tout. Moi, j'étais là. Oh, je voyais cette violence et j'étais là. Oh là là. Et donc moi, j'écoute ton podcast sur le rapport à l'argent et j'étais là. Oh, il faut que j'envoie un message à la femme. Là, c'est pas possible. Il faut que j'envoie. Je me suis dit. Et donc je t'ai envoyé un message, mais genre hyper court. Je t'ai dit putain, Fab, vraiment, il faut que tu fasses un épisode sur les médecins et leur rapport à l'argent. Et puis de manière générale, le rapport à l'argent par rapport à la santé des gens, par rapport à leur santé, de ce que vaut la santé, de ce que vaut la consultation médicale. J'ai très hâte d'en parler avec toi. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Parce que on vit quand même dans un pays où, voilà, à titre personnel, le jour de l'accouchement de ma première fille, je me suis pointé à l'accueil de l'hôpital public dans lequel ma fille avait accouché. C'était super, franchement, le personnel était génial, etc. C'est pas toujours forcément le cas, mais là j'en profite pour le dire. Je me pointe à l'accueil et je leur dis, je vous dois combien? Et la meuf a ri, en fait. Et je me dis, mais comment c'est possible que ce soit gratuit alors que on vient vous venez de mettre au monde mon enfant, en fait. Et je m'étais dit après, mais c'est pas normal, en fait, que ce soit gratuit. Mais ou en tout cas qu'on c'est n'ait pas pas gratuit, c'est juste que les Oui. gens le voient pas. Exactement. On devrait avoir une facture. Ouais. Voilà, cet accouchement, alors je sais pas combien ça pourrait coûter en France, mais j'ai une amie qui a accouché aux États-Unis, ça lui a coûté 15 000 $. Donc peut-être ça ferait entre 10 et 15 000 €, j'en sais rien. On devrait avoir une facture qui dit, alors voilà, ça t'a coûté entre 10 et 15 000 boules, reste à payer zéro. Parce qu'en fait c'est la sécu et c'est la globalité, c'est la communauté qui a pris en compte le truc, quoi. Et rien que ça, je trouve que ça changerait complètement ton Certains patients qui rapport. le voient sur des médicaments, sur certains médicaments qui sont très chers, qui me disent, oh là là, moi je paie rien pour un médicament qui vaut plusieurs milliers d'euros. Mais oui, de manière générale, à l'hôpital, les passages aux urgences, on n'a aucune visibilité sur combien ça coûte. Donc on se rend pas compte, en fait. On a l'impression que c'est un peu... Ma fille, cet hiver, enfin l'hiver dernier, me demande de se faire tester pour le Covid, parce que elle va chez ses grands-parents. Enfin, tu vois, elle rentre à Lille, elle va chez ses grands-parents et tout. Je dis, bah écoute, ouais, si tu veux. Et j'ai trouvé qu'ils avaient fait un truc génial, c'est qu'ils avaient mis montant dû 37. Je sais pas si c'est la pharmacie qui a fait ça en particulier, mais montant dû 37 €. Et en fait, elle me dit, mais t'as payé? Elle le voit le truc, elle me dit, t'as payé? Je dis, mais non. Elle me dit, mais comment ça se fait? Je sais pas, parce que c'est la sécu. Mais elle sait pas. Et ça, je t'en parlerai tout à l'heure. Moi, parfois, je peux faire un tiers payant, je te raconterai ça tout à l'heure. Et oui, et du coup, je fais pas payer les gens, mais en fait, ils sont facturés quand même. C'est juste par la sécurité sociale et par leur mutuelle. Je suis très heureux que tu viennes, et surtout, alors qu'on parle du rapport des gens à la santé, mais qu'on parle aussi du rapport des médecins à l'argent. C'est ça qui est hyper intéressant. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment du gros dos, et je crois que c'est ce que je t'ai mis dans le vocal. Je t'ai mis, il y a du dossier, Fab, il faut vraiment parler de ça. T'exerces depuis combien de temps? Juste pour que les gens puissent avoir une idée. Alors moi, je suis assez jeune. Je suis installée en libéral à mon compte depuis 2 ans et demi, et en fait, je suis diplômée depuis 2 ans et demi. Okay. Donc là, c'est ma 3e année d'installation. Bravo. Ça se passe bien pour toi? Ouais, très bien. T'es heureuse? Je suis très contente. Okay. Après, il y a des jours plus difficiles que d'autres. Oui. C'est pas tous les jours facile. De manière générale, je suis très très contente. Mais voilà, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Donc moi, j'ai quand même fait grève la semaine dernière, même si j'étais pas du tout d'accord avec la première revendication. Je pense qu'il y a quand même besoin d'une revalorisation de l'acte, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais je pense que oui, dans les médias et de la société de manière générale, on est un peu passé pour des branquignoles quand même à demander ça par rapport... Oui, c'est sûr que 100% d'augmentation pour le coup, c'est un peu... Ouais, mais alors en fait, on demandait une revalorisation de l'acte et non pas de nos revenus. Et en fait, c'est ça, les médias, ils ont dit... ce qu'ils ont extrapolé, c'est les médecins veulent être payés 2 fois plus, alors que c'est pas du tout ce qu'on demandait. Parce que si on avait un rapport à l'argent un peu sain dans cette société, peut-être que ça tournerait mieux, donc autant tout foutre en l'air. Exactement.
Exactement. T'as la sensation que c'est ta vocation, toi? T'es devenu toubib parce que c'était important pour toi de prendre soin des gens, etc.? Ouais, moi j'ai très vite su que je voulais faire ça parce que je voulais avoir un métier qui a du sens déjà. Et puis le rapport à l'humain, c'est vraiment hyper intéressant. Et médecin généraliste parce que je voulais vraiment être le médecin de famille, à connaître des familles entières, à connaître sur plusieurs générations. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve ça ultra intéressant le métier qu'on fait, de pouvoir coordonner des soins, de connaître hyper bien les gens. Enfin c'est ultra intéressant. Super. On va rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi je dirais quand même facilité. Parce que je trouve que quand même avec de l'argent quand même tout est plus facile, et moi je peux le dire puisque je gagne très bien ma vie. Je trouve quand même de manière générale la plupart des choses sont plus faciles, en tout cas les choses de la vie sont plus faciles. C'est pas pour autant que la vie est forcément plus facile mais quand même il y a des facilités au quotidien. Moi, quand je fais mes courses, je regarde pas les prix. Pareil, quand je suis dans des magasins, alors après, je sais à peu près combien ça coûte selon le magasin où je suis, mais moi, je suis pas à compter mon argent, et ça, pour moi, c'est ça le vrai luxe. Et oui, ça rend les choses faciles. Tu gagnes combien de sous aujourd'hui? Par exemple, l'année passée. Parce que je sais que c'est compliqué pour les libéraux de savoir à peu près, quoi, mais... Donc, en fait, moi, je suis sur ma 3e année d'installation là, donc j'ai eu un gros rattrapage URSSAF. Donc, du coup, en fait, déjà, le truc, c'est que donc moi, ça fait 3 ans que je suis installée à mon compte. J'ai fait très peu de remplacements avant, donc mes revenus ont toujours été mes revenus d'installé. T'as racheté un cabinet ou... Non, je me suis installée, Alors, mais moi, je suis à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire que je suis une nouvelle génération, mais genre, tous les copains de promo, ils me prennent pour une dingue, en fait. Genre, je me suis installée seule métier, j'ai fait une création de patientèle. Genre, vraiment, je suis un peu... mais c'est un peu mon âme entrepreneuriale, un peu derrière tout ça. Ce que tu veux dire, c'est que souvent, les médecins se mettent en cabinet, c'est ça, c'est qu'on en voit... En plus, les gens, ils travaillent en groupe, ils travaillent dans des centres de santé avec plein, ils sont pleins, ou alors ils se mettent en salariat. Moi, je suis ultra heureuse d'être libérale. Je trouve qu'on parle souvent de l'inconvénient du libéral, mais rarement des avantages. Moi, pour rien au monde, je redeviendrai salariée de ma vie. Donc voilà, moi, j'ai adoré toute la période création de cabinet, projet, tout ça. Je trouvais ça génial. Donc vraiment, j'ai tout fait, tout créé. C'était trop cool cette période-là. T'as pas démarré donc avec un crédit où tu devais racheter une patientèle ou un truc comme ça, parce que c'est un truc qui ça se fait plus, les rachats de patientèle. Ça se fait plus, ok, d'accord, je savais même pas. En fait, tu vois, tu prends n'importe quel magasin dans la rue ou n'importe quel, parce que tu peux même faire ça dans un appart. Tu prends n'importe où, tu crées ton cabinet, tu crées ta patientèle, tu ouvres un compte sur Doctolib et t'as ta patientèle. Okay. Donc ça aussi, c'est un luxe incroyable. Quel autre métier peut travailler sur chaque centimètre carré de France et au bout de 3 mois avoir un revenu conséquent? Enfin, je veux dire, la pénurie de médecins, elle est conséquente. Elle est conséquente. Elle est compliquée pour nous à gérer. Elle est bien sûr compliquée pour les patients, ça c'est sûr. Elle est compliquée pour nous à gérer parce qu'on a une surcharge de travail, je t'en reparlerai, où vraiment on peut se laisser embrayer tout de suite dans le oulala, vite, c'est l'embrayage, et tout de suite on peut vite se retrouver en burn-out parce qu'à un moment on sait pas dire stop. Mais quand même, l'avantage, c'est que là, moi aujourd'hui, je peux travailler où je veux, juste en contactant Doctolib. Et j'ai des patients, quoi. C'est pour ça que je te demandais ça tout à l'heure sur cette idée de vocation, parce que je sais aussi qu'il y a des jeunes qui se disent, ok, médecin, déjà c'est un métier qui est plutôt réputé socialement, qui te permet de pouvoir gagner de l'argent et beaucoup d'argent potentiellement, et qui en plus te permet de pouvoir travailler à peu près n'importe où dans le monde, quoi. Exactement. Alors pas dans le monde, tu vois, je me suis pas renseignée, mais moi mon diplôme français, je sais pas trop si... je sais pas trop où est-ce qu'il pourrait, tu vois. Mais tu aurais juste une équivalence à passer ou un truc comme ça, non? Oui, mais c'est ça, mais faudrait une équivalence en tout cas. Mais tu vois, je pourrais pas partir n'importe où sans équivalence et me dire, juste en parlant la langue, je peux aller travailler ailleurs. Je pense qu'il y a quand même une histoire de diplôme, d'équivalence de diplôme. D'accord. Bon, en tout cas en France. En France. Et surtout, même dans la campagne. Surtout dans la campagne. Surtout dans la campagne. Quoique, la région parisienne, et ça je tiens à le dire, est une grosse zone de désert médical. On l'imagine pas, on le sait pas. Je voyais un reportage là-dessus, c'est ouf, hein, vraiment. Mais globalement, en dehors de Paris, c'est vraiment la galère, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc, toi... Et donc du coup, moi j'ai tout créé, tout
Et donc, du coup, ça fait 3 ans que je suis installée. Donc, en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai pas trop su combien je gagnais. Ça aussi, c'est un gros dos. C'est-à-dire que, genre, j'imaginais à peu près, mais donc, tu vois, là, ces derniers mois, et puis d'autant, je me suis remis, depuis que je sais que je viens de voir vraiment pour savoir exactement combien je gagnais. Parce qu'au final, moi, j'étais là, bon, j'avais une fourchette, mais savoir au centime près combien je gagnais, ça m'intéressait pas trop. Tu veux dire que ça fait une semaine, là, que tu te dis, ok, il est quand même temps de savoir combien je gagne, alors que ça fait 3 ans que tu bosses. En fait, le truc, c'est que comme il y a eu cette histoire de rattrapage URSSAF, en 2021, j'ai eu très peu de charges. Et en 2022, j'ai eu beaucoup plus de charges. Ouais. Donc, en fait, j'ai dû lisser sur les 3 dernières années pour vraiment... Et je savais que ça serait que après ce rattrapage de 2022 que je pourrais vraiment estimer quels étaient mes revenus. Et encore, puisque je sais mes revenus après charges sociales, mais j'ai encore un peu de mal à savoir mes revenus exacts après impôt sur le revenu. Puisque moi, je suis pas... Enfin, du coup, mes impôts sur le revenu, je les paye après. Donc je sais que là, lissé sur les 3 dernières années, je gagne 7 000 € après les charges sociales par mois. Ce qui fait à peu près... Donc avant impôt pour le coup. Avant impôt sur le revenu. Okay. Donc je pense à peu près 5 500, 6 000. Ok. Voilà, donc ce qui est très bien payé. Bah oui. J'en suis consciente. Je te sens un petit peu petite voix d'un coup là, parce que... Non, mais je suis fière, mais c'est vrai que, ben voilà, je pense que qui sait combien gagne son médecin, je pense que c'est aussi pour ça que je suis là, c'est important de le dire. Alors, sachant que ça, je vais t'en reparler, moi j'ai une pratique un peu particulière. Je pense qu'à l'acte, je suis mieux payée que certains de mes collègues, parce que je cote beaucoup. Tu quoi ? Je cote. Tu cotes. Les cotations. Tu vois, c'est pour ça aussi que les médecins, ils demandent une revalorisation de la consultation de base. Parce que pour pouvoir augmenter nos revenus, on est amené à coter des actes de la sécurité sociale. Mais ça demande... déjà, il faut avoir la patientèle pour, par exemple. Tous les enfants de moins de 6 ans, c'est 30 € la consultation et non pas 25 €. Ça, c'est le secteur 1. Mais donc, si t'es un médecin qui aime bien la pédiatrie, tu gagnes mieux ta vie que si t'es un médecin qui fait que de la gériatrie, que des patients de plus de 65 ans. Moi, je fais pas mal d'actes gynéco notamment. Ça aussi, le frottis c'est 37,46 €, la pose de stérilet c'est 38,40 €. Donc en fait, au final, ça aussi je l'ai recalculé. Moi, je suis au total avec les forfaits, je vais t'en parler aussi des forfaits. Je suis plutôt à 29 € la consultation. Et d'ailleurs, plutôt que 25 donc, c'est ça. 25, ouais. Et d'ailleurs, et ça c'est sans dépassement d'honoraires, vraiment secteur 1, c'est juste que je cote beaucoup et qu'il y a les forfaits, je vais te reparler des forfaits aussi. Mais tu vois, si t'es un médecin généraliste qui fait pas de pédiatrie, qui fait pas d'actes, qui voit que des patients âgés de plus de 60 ans, polypathologiques, qui ont plein de problèmes de santé, qui sont très compliqués à prendre en charge, et ben lui, il est payé que 25 € la consultation. Et ça, je trouve pas ça normal. Et c'est pour ça aussi qu'on redemande une valorisation de la consultation de base, parce que c'est aussi que vaut la consultation. Qu'est-ce que vaut réellement une consultation médicale ? Et moi, je pense que ça vaut plus de 25 €. Je pense que tous les syndicats, quand ils demandent 50, il n'y en a pas un seul qui croit vraiment aux 50. Je pense que c'est une stratégie syndicale, puisque là, on est dans une phase de négociation avec la Sécu sur les tarifs de la sécurité sociale pour les prochaines années. C'est pour ça qu'il y a une grève. C'est qu'en gros, là, ils sont en train de se négocier une revalorisation de la consultation. Et donc, tous les syndicats, ils ont dit 50 pour avoir 30, qu'on se le dise. Ils veulent tous 30. Il y en a pas un seul qui croyait aux 50. Enfin, en tout cas, ils le disent pas comme ça. Mais moi, c'est ce qu'on se dit. Tu le sens. Bah oui. Qui? Enfin, bien sûr qu'on va pas passer de 25 à 50. Par contre, je pense que le chiffre de 30 est un chiffre qui est plus... Enfin, en tout cas, voilà. Nous, on est tarifiés... Ah oui, donc c'est ça que je t'ai pas dit. Nous, on est tarifiés à l'activité. Enfin, à l'acte, pardon, justement, pas à l'activité. La tarification à l'acte, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années. Je veux dire, je pense que j'étais même pas née, ça existait déjà. Donc c'est comme ça. Les choses, elles sont faites comme ça. On pourrait remettre ça en question. Moi, il y a d'ailleurs des projets de remettre ça en question. Moi, je suis contre parce que je ne fais pas confiance à la sécurité sociale. Mais le fait est que actuellement, c'est comme ça qu'on est rémunéré. On a une cotation à l'acte. Pourquoi tu fais pas confiance à la Sécu alors que j'imagine que c'est quand même elle qui te paye, non ? Ouais, mais la Sécu, c'est le grand méchant loup. Ah ouais ? Ouais. Putain, mais je t'avoue que pour moi de l'extérieur, alors je me rends compte à quel point c'est sans doute un bins administratif pour vous, parce que j'imagine aussi pour les usagers, quoique j'ai un peu l'impression qu'avec la carte vitale et tout, enfin par rapport à quand j'étais gamin, ça a l'air d'être plus simple, j'en sais rien.
Mais peut-être que je me trompe. Hein. Moi, je me méfie beaucoup de la sécurité sociale et de mes rapports que j'ai à la sécurité sociale. C'est aussi pour ça que je suis syndiquée. Ils sont dans un mindset de flicage envers les médecins monstrueux. En fait, ils considèrent les patients comme juste des chiffres, en fait. Enfin, moi, mon délégué de l'assurance maladie, une fois, je lui ai parlé, il m'a dit, vos clients, je dis, non, mes patients, en fait, déjà. Et donc, pour eux, mais après, voilà, ça, c'est vraiment mon point de vue à moi, et voilà, peut-être que je me trompe, mais vraiment, pour eux, c'est des chiffres, quoi. Et quand ils parlent de diminuer les dépenses de la sécurité sociale, ils se rendent pas forcément compte qu'il y a des patients derrière qui sont polypathologiques. Enfin, je veux dire, voilà. Pour moi, c'est vraiment, ils ont pas du tout la vision soin. Ils ont vraiment la vision purement financière derrière, quoi. Mais après, enfin, tu vois, moi, j'ai toujours un peu ce truc c'est une anomalie. La sécurité sociale, si tu regardes d'un point de vue macroéconomique par rapport au monde, tu vois, le fait que ça existe toujours en France et que, comme je te dis, en fait, on se pointe pour faire naître son enfant et qu'en fait, on paye 0. Pour moi, c'est toujours un truc de dingue et je me dis, jusqu'ici, tout va bien, en fait, c'est trop cool, profitons-en, mais en fait, ça peut pas tenir. Surtout avec une population vieillissante et tout. Ouais. Je me dis, waouh, comment c'est possible? Les gens vivent de plus en plus vieux. Mais en fait, c'est juste cette histoire en fait, ça coûte, en fait. On le paye tous, en fait, nos soins. Ils sont pas gratuits, en France, les soins. Bien sûr. Les gens ont peut-être cette impression, mais c'est pas la vérité. Vous le payez, et tous les gens, ils payent ça par leur mutuelle et surtout par leurs impôts qui reviennent à la sécurité sociale, en fait. C'est quelque chose de détourné, c'est un système qui est détourné, mais en fait, on le paye, en fait, nos soins en France. Bien sûr. Après, on a quand même un luxe de payer aussi peu cher par rapport aux autres pays nos soins. Donc quand moi j'entends non, faut pas faire une revalorisation de la consultation parce que sinon ça va faire une diminution d'accès aux soins des gens, je suis là, mais quand même je trouve que les gens ils sont quand même très favorisés en France. Pour les gens qui ont très peu de revenus, il y a quand même la CMU, il y a l'AME pour les étrangers, il y a le système de mutuelle, enfin voilà, je trouve que, et puis enfin il y a le problème des dépassements d'honoraires. Donc moi ça je pourrais pas le dire parce que j'en fais pas. Mais je trouve quand même qu'on est plutôt favorisé sur ça en France. C'est quoi le dépassement d'honoraires? Parce que je t'avoue que ça pour moi c'est lunaire. Moi je vais parler de moi je suis médecin généraliste, donc ma consulte de base hors cotation comme je t'ai expliqué, elle est à 25 €. Donc sur ces 25 €, t'as 17,50 € qui sont la partie sécurité sociale et t'as 7,50 € qui est la partie mutuelle. Donc du coup, quand moi, un patient, il me paye 25 €, il est remboursé de 17,50 € de la sécurité sociale et 7,50 € de sa mutuelle. Ok. Sachant que moi, sur mon ordinateur, si je fais clic droit, je fais payer que 7,50 € au patient. Donc la sécu me paye 17,50 € et le patient paye que 7,50 €. Ok. Et la mutuelle rembourse 7,50 € au patient. Donc moi, mes patients où ils n'ont pas la CMU parce qu'ils ont des revenus plus importants que la CMU, enfin qui requièrent pas de la CMU, mais où je sens que c'est un peu juste financièrement, je fais payer ma consultation 7,50 €. Donc quand j'entends, si la consulte elle était à 30, peut-être qu'ils paieraient 9 €. Quand j'entends que ça ferait une diminution d'accès aux soins des gens, je me dis quand même, et c'est aussi pour ça que je suis là, je me dis mais il y a quand même un problème sur la vision qu'on a de notre santé, quoi. Je veux dire, la santé, c'est quand même primordial, quoi. C'est la base. C'est le seul truc qui s'achète pas. Regarde Steve Jobs, c'est le seul truc qui... il a pas réussi à mettre sa vie dans l'internet, si tu veux. réussir à s'en sortir. Ceci dit, c'est un autre sujet, mais les multimilliardaires, eux, c'est un peu leur truc, tu vois, le transhumanisme, et de se dire comment je peux faire pour prolonger ma vie le plus longtemps possible. Ouais, ça, je suis pas assez calée là-dessus. C'est fou. C'est un tout autre sujet. Mais c'est trop marrant de se dire que ces mecs-là, ils ont en tête que ils peuvent tellement tous payer grâce à leur argent qu'ils sont en train de se dire comment je peux faire pour me payer une vie plus longue, alors que c'est le seul truc qu'on peut pas clairement avoir, quoi. Et donc je reviens juste sur les dépassements d'honoraires. J'ai surtout les spécialistes qui font ça, certains médecins généralistes qui font pas payer leur consul 25, qui font payer par exemple 30 ou 35. Pardon. Et du coup, sur les 35 € par exemple, il y a 10 € de dépassement d'honoraires. Donc le patient il est remboursé 17,50 € par la Sécu, 7,50 € par les mutuelles, et il y a 10 € pour lesquels il n'est pas remboursé. Et c'est ça le dépassement d'honoraires. Ok.
Et sur les spécialistes, il y en a beaucoup qui font du dépassement d'honoraires. Et c'est pour ça enfin voilà, à juste titre, ça c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, quand on entend je suis allée chez le dermato, j'ai payé 70 €, je sais pas exactement sur leurs tarifs sécu au dermato par exemple combien ils sont, mais il y a toute une partie de dépassement d'honoraires et ça, les patients ne sont pas remboursés. Ok, je comprends mieux. Voilà, j'espère que j'ai essayé de... Mais en tout cas, moi, je fais le tiers payant sur la partie sécurité sociale. Je le fais assez souvent. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant quand je fais des cotations. Par exemple, si je fais un électrocardiogramme au cabinet, ça fait 39,26 € au lieu de faire payer 39,26 € au patient. Donc, je fais mon clic droit et je fais payer 11,78 € au patient. T'as vu, je connais bien les cotations. Ouais. T'as vu ? Là, on est sur... Ouais. La précision. Mais parce qu'en fait, c'est horrible d'en arriver là à se dire il faut que je cote pour pouvoir rémunérer mon travail comme je l'estime, quoi. C'est aussi pour ça qu'on... Mais alors pourquoi il faut que tu cotes alors ? Parce que je t'avoue que je comprends pas la différence entre un acte coté et un acte pas coté. Et si je comprends pas, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui vont pas comprendre. Donc du coup, en fait, c'est juste que moi, j'ai une pratique qui est un peu diversifiée. Où, du coup, je fais des actes gynéco, je fais beaucoup de pédiatrie, donc je vois des enfants de moins de 6 ans au cabinet, donc du coup, je suis mieux rémunérée. Et je me suis acheté la machine à électrocardiogramme, tu vois, par exemple, qui m'a coûté... 3 000 €, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça, plusieurs milliers d'euros. Voilà, j'ai investi. Okay. Et donc, du coup, je suis obligée, quand je fais un électrocardiogramme, il faut que je pense au moment de la facturation et de me dire, il faut pas que je facture 25, il faut que je facture. Ok. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est une pratique que t'aimes faire? C'est-à-dire, tu vois, les actes gynéco, etc. Ou alors tu t'es dit, c'est aussi une façon comme une autre de valoriser un peu mieux mon travail. En fait, à la base, je l'ai pas du tout pensé comme ça. Heureusement, je l'ai pas pensé en me disant, je gagnerais mieux ma vie en faisant ça. Tu pourrais? Oui. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Oui. Mais à la base, ça n'avait pas été passé comme ça. Mais quand je vois, du coup, maintenant mes revenus, je pense que si j'avais pas ça, je serais peut-être payée un tiers ou un quart de moins de ce que je suis payée actuellement. Ok. Comment tu vis le fait de très bien gagner ta vie ? Plutôt bien. Ok. Ouais, moi j'ai honte de rien en fait. Ok. J'ai fait 10 ans d'études. Alors oui, je suis plutôt issue d'un milieu privilégié. Mais ma première année de médecine, je l'ai fait sans prépa. J'ai vécu jusqu'à 25 ans chez mes parents. Donc ça, oui, ils m'ont soutenue financièrement par rapport à ça. Mais par contre, tout le reste, je suis allée le chercher. Médecine, c'est un concours, donc on est tous égaux derrière une copie. Alors malheureusement, c'est en train de un peu dévier là ces dernières années. Ils sont en train de revenir de plus en plus en dehors de concours. Après, tu dis on est tous égaux devant une copie, mais tu sais très bien qu'en venant d'un milieu favorisé, oui, je suis d'accord. On parle souvent de Pierre Bourdieu dans ce podcast. Bon, t'as ce capital social, culturel que tes parents t'ont amené, quoi. Ouais. Tu vois. Non, je préfère le préciser parce que. Oui, non, mais c'est vrai. T'as raison, mais sauf que là, tu vois, par exemple, ils sont en train de plus en plus de faire des oraux, en fait. Ok. Mais en fait, du coup, moi, je trouve que c'est Enfin, ça va être encore pire que ça, en fait. Je pense que ça va être les fils de médecins. Ah oui. C'était comme ça il y a 30 ans, en fait. Mais c'est horrible à dire, mais il y a 30, 40 ans, c'était ça, en fait. C'était les fils de médecins qui étaient tous médecins. Parce que moi, en tout cas, bien sûr, j'avais un bon niveau de base avant le bac, parce que j'étais dans un bon lycée et tout ça. Ouais. Mais par contre, j'ai bûché, et quelqu'un qui aurait bûché autant que moi en première année, il avait derrière moi, en tout cas derrière la copie, c'était objectif. Oui, je comprends. Il n'y avait rien de subjectif. Oui. J'aimerais bien qu'on en profite pour parler de ton éducation à l'argent, justement, et te poser cette fameuse question. C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent ? Je pourrais te donner la date exacte. Ah oui, en plus. C'était le 1er janvier 2002. Ok. Je sais pas si tu sais ce que cette date est. C'était le passage à l'euro. C'est le passage à l'euro, oui. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, j'avais à peine 10 ans. Et je me vois encore. Donc, tu sais, c'était le décompte du 31 décembre à 19,8. Et à 0, mon père, il a pris ses francs, il les a jetés par terre et il les a piétinés. Et je te jure, c'est vrai, je le vois encore faire ça. Et je me suis dit, mais il est complètement timbré. Pourquoi il fait ça ? C'est pas possible de piétiner de l'argent. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il était tellement content du passage à l'euro. Mais
voilà, c'est un truc qui m'est resté. C'est... Pourquoi il était content à ce point-là? Parce qu'il voyageait beaucoup, il y avait un truc... Mon père, il travaille... Alors, mon père est un vrai transfuge de classe, pour le coup. Moi, ma grand-mère travaillait pas, et mon grand-père, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était garagiste, mais en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il était pompiste. Ok. Donc, juste à la pompe, il remplissait les voitures. Ok. Et mon père, il a fait prépa, grande école de commerce parisienne. Donc, vraiment, pour le coup, vraiment, il a été le chercher, quoi, sa situation. Et il a un rapport à l'argent un peu compliqué. D'autant plus que maintenant, si tu veux que je te dise son métier, il est gestionnaire de patrimoine. Ah, ok. Donc, son métier, c'est gérer l'argent des autres. Donc, gros dossier sur le rapport à l'argent. Mais parce que tu as la sensation que lui-même n'a pas un rapport très sain à l'argent et que c'est peut-être pour ça qu'il fait ça pour les autres gens, c'est ça? Souvent les cordonniers mal chaussés, tu sais. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il a pas forcément un rapport hyper sain à l'argent, mon papa. Je sais pas si c'est... Enfin, je suis pas forcément ici pour parler de ça, mais en tout cas... Si un jour il veut venir, t'hésites pas, tu lui dis. Je pense que là, il y a du gros dossier aussi. Le gestionnaire, le cordonnier mal chaussé, franchement, moi je le veux dans l'histoire d'argent, quoi. Mais pour revenir à ton éducation à l'argent, comment t'as la sensation que tes parents t'ont éduqué dans ton rapport à l'argent? Et si on peut revenir à ce souvenir, en quoi ça t'a marqué que tu t'en souviennes encore à ce point? Bah, en fait, non, mais ça, c'était voilà pour le petit souvenir. Je trouvais ça marrant de penser à ça. Mais donc, du coup, je pense que d'un point de vue au niveau de son travail, il était content du passage à l'euro parce que ça allait impliquer certaines choses pour lui. Et du coup, ça le rendait content. Mais ça me faisait rire de repenser à ça. Et après, moi, l'éducation que j'ai eue à l'argent était un peu space quand même. Hein. Bah, parce que mon père, c'était un peu montagne russe. Hein. Attends, j'espère qu'il va pas écouter ce podcast. Mais en fait, tu vois, la bourse augmentait. Il rentrait, c'était allez, on part en vacances, c'est trop bien, tout ça. Et puis la bourse descendait, et c'était la catastrophe. Il fallait qu'on fasse attention à nos dépenses. Ça a été des montagnes russes émotionnelles. Alors que en vrai, de manière objective, on était ultra privilégiés. Mais c'est juste que mon père, il gère l'argent de gens qui sont encore plus fortunés que lui aussi. T'as un rapport qui est très compliqué parce que t'es toujours le pauvre de quelqu'un, en fait. Exactement. C'est terrible. Mais même... Et tu vois, j'en reviens à cette histoire de tweet là, où la médecin, elle disait qu'elle gagnait 4 500 € net et que du coup, à ce revenu-là, elle pouvait pas se plaindre par rapport aux Français, aux Français de base, quoi. Ah oui, ça fait de toi dans les 10% les plus riches, hein, clairement. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est difficile cette question-là, vraiment et tu l'explores grâce à ton podcast et je te remercie, mais oui, cette histoire de, en fait, on est riche, mais riche par rapport à quoi? Bien sûr, je suis consciente, je suis dans le 1% les plus riches des Français. Ça, j'en suis consciente. Moi, je suis capable de dire que je suis privilégiée. Je suis blanche, je suis riche, oui. Après, je suis une femme, ça, c'est autre chose. Mais moi, je suis capable de dire que je suis privilégiée. Après, et c'est pour ça que les médecins, ils s'écharpaient sur ce tweet, c'est que 4 500 € net, quand t'as fait 10 ans d'études et que t'as ces responsabilités-là, moi, je pense que c'est pas assez. Mais après, voilà, c'est mon point de vue à moi. Mais moi, je trouve que cette histoire de responsabilité, on en parle. En fait, il faut s'imaginer. J'essaye de pas trop y penser, sinon je dors pas la nuit. Mais je te le dis quand même à toi ici. Moi, je vois 25 patients par jour. Pour chaque patient, je prends à peu près 3 à 5 décisions par consultation. Et donc en gros, ça me fait plus d'une centaine de décisions par jour où je me dis j'ai tel choix, qu'est-ce que je fais? Donc je décide toute la journée et chaque décision peut avoir des répercussions en cas d'erreur. Alors heureusement, la plupart du temps pas grave, mais parfois ça peut être grave. Et je me dis mais en fait, cette histoire de responsabilité médicale, j'ai la santé, la vie des gens dans mes mains. Si je prescris un antibiotique à un patient qui est allergique parce que j'ai pas bien lu le dossier, je peux finir en tôle. En fait, c'est cette histoire de responsabilité, elle est permanente en fait. Et ça, moi, j'en suis plutôt consciente. Et t'en avais conscience avant de commencer à pratiquer? J'essaie de pas trop y penser et j'essaye de pas trop y penser encore maintenant parce que sinon ça me fait flipper en fait. Oui, puis en plus, je
je veux dire, c'est comme dans tous les métiers, t'as toujours des responsabilités, mais c'est sûr que toi, à un moment donné, t'as la vie de... Enfin, moi je t'avoue que jamais, hein. Moi, je préfère t'avoir dans mon canapé, là. Moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que on passe un bon moment et que ce soit cool, tu vois, que de me dire, c'est sûr que t'as la vie... Potentiellement, en tout cas, t'as parfois la vie des gens entre tes mains. Et en fait, on a une responsabilité avec un risque de... Enfin, on est dans une société de plus en plus judiciarisée, je trouve, et notamment sur le plan médical. On a de plus en plus de risques de poursuite pour tout et rien. Pour des choses graves, mais comme pour des choses pas graves. Moi, les quelques patients avec qui ça s'est pas bien passé au cabinet, vraiment, ça partait de choses débiles, mais pour lesquelles on n'était pas d'accord. Et tout de suite, ça peut aller crescendo. Et moi, ça me fait flipper de me dire, mais en fait, n'importe quel patient, parce que je lui ai refusé telle ou telle chose, peut aller voir l'ordre des médecins, peut aller au commissariat porter plainte. C'est compliqué, ça, cette pression au quotidien. Et donc, pour toi, la juste façon de compenser cette responsabilité et cette pression, c'est d'avoir de l'argent. C'est ton salaire. Je sais pas, tu vois, c'est une bonne question, ça, en vrai. Parce que nous, ce qu'on demande aussi, c'est... alors voilà, tu vois, ça, c'est ça, ce que les médias n'en ont pas parlé, la société l'a pas entendu, c'est dans toutes les autres revendications par rapport à cette grève, c'était aussi diminuer les certificats débiles. En fait, moi, si tu savais les certificats que je fais, vraiment, je fais des trucs... Certificat sport, enfin pour le sport, ouais, etc. Alors, c'est ça que tu veux dire ? Le sport, moi, je trouve que j'ai plein de confrères qui trouvent que le sport, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je trouve quand même qu'il a un intérêt. Pas tant pour le côté sportif, parce qu'en fait, 95% des patients, en fait, j'ai presque même pas besoin de les examiner. Je veux dire, ils sont jeunes, ils ont pas de problème de santé, ils sont hyper sportifs, ils ont aucun antécédent familial, ils fument pas. Enfin, voilà, ça a aucune indication. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de les recevoir au cabinet pour ça. C'est-à-dire que ça fait venir des gens qui viendraient pas forcément pour le médecin. Et on discute santé sexuelle. Et on discute arrêt du tabac. Et on discute... je dépiste des syndromes dépressifs comme ça. Des gens qui seraient pas forcément vus. Donc sur le certificat au sport, je suis un peu partagée. Et en plus, j'imagine que ça fait venir des mecs. Ouais. Parce que ça, on touche à l'histoire de mecs pour le coup. Ouais. Ça fait venir des mecs qui ont tendance à pas trop prendre soin d'eux et de leur santé. Exactement. Ouais. Okay. Mais par contre, tu vois, par exemple, pour les certificats enfants malades, nous, on pète un plomb, en fait. On n'en peut plus des certificats enfants malades, en fait. Ou même des arrêts de travail de moins de 3 jours. T'as la grippe, t'as la gastro. En fait, tu vas à la pharmacie, tu prends du Doliprane, tu prends du Smecta, et tu restes chez toi, en fait. Et on devrait pas avoir besoin, parce qu'on a besoin d'un jour d'arrêt de travail, d'aller voir le médecin, en fait. C'est quand il y a une pénurie médicale comme ça. Et d'ailleurs, le système d'arrêt de travail avec le Covid a bien montré que c'était techniquement possible de s'auto-éditer des arrêts de travail de moins de 3 jours. Mais par contre, on continue. Moi, j'ai des patients, ils me disent j'ai la gastro, j'ai déjà pris tout le traitement, je viens juste pour l'arrêt de travail. À côté de ça, j'ai 2 semaines de délai pour mes consultes non urgents. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça aussi les revendications qu'on a aussi par rapport à ça. Bon, on divague un peu sur... Non, mais ça fait partie de ton quotidien. Et sur la question, est-ce que ça vaut du coup le coup de... Enfin, cette responsabilité nécessite plus d'argent ? Je sais pas, en fait. Mais je te dis, moi, j'ai fait 10 ans d'études, enfin, j'ai fait 9 ans d'études exactement, et ça a pas été facile, malgré que j'ai été privilégiée, enfin, malgré que je sois privilégiée de base. Enfin, je veux dire, j'ai des semaines, en tant qu'interne, j'ai bossé 80 heures par semaine. C'était horrible, enfin... J'en garde un bon souvenir néanmoins, mais d'un point de vue charge de travail, c'était compliqué. Et alors pourquoi tu me disais que les médecins ont, et j'imagine que tu parles de toi aussi, ont un rapport à l'argent qui est un peu fucked up ? Mais parce qu'en fait, c'est compliqué d'assumer, de vouloir gagner beaucoup d'argent en soignant les gens, en fait. C'est un vrai truc, hein, ça. Mais oui. Et pas que pour les médecins, d'ailleurs. Mais je crois pour tous les gens qui sont dans le care. Ouais. Mais je suis d'accord qu'à côté de ça, l'aide-soignante qui gagne un SMIC, elle s'occupe tout aussi bien des patients que nous, médecins. Ça, je l'entends. Après, voilà, je te dis, il y a cette histoire de responsabilité, de longueur d'études, de complexité. Voilà, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que plus le temps passe, plus les gens ils sont polypathologiques, la population elle vieillit, ils ont de plus en plus de problèmes de santé. Je trouve que sur la santé mentale, les gens ils vont très mal là ces temps-ci. Bah oui. Vraiment, je trouve que bon, il y avait le Covid, mais là ça va pas mieux. Bah c'est la vague de la santé mentale. Hein. Elle est annoncée depuis un petit moment. Hein. Donc en fait, nos consultes elles sont de plus en plus compliquées. Et tu vois, moi
voir voilà, moi, voir une anorexique mentale que je vois pendant 35 minutes et être payée 25 €, je trouve pas ça normal. Quand je fais en visite à domicile, j'ai 5 patients en suivi à domicile. Quand je vais les voir, je suis payée 35 balles. Je me déplace, ça me met 50 minutes à 1 heure, je suis payée 35 balles. Mais je me dis, mais c'est pas normal que de base, on n'ait pas une revalorisation de l'acte. Le seul truc, donc ça, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, on est tarifié à l'acte. Et en fait, du coup, les médecins, pour ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent, ils font passer plein, ils voient de plus en plus de patients. Puisque, en fait, tu vois un patient 5 minutes ou tu vois un patient 40 minutes, t'es coté pareil. Et c'est peut-être là le problème, en fait. C'est qu'en fait, il y a des médecins qui font mal leur boulot, qui voient des patients à la chaîne, et qui gagnent 2 à 3 fois plus que ce que moi je gagne. Mais en fait, moi, je vois 25 patients par jour, 30, mon cerveau commence à vraiment chauffer, 35, j'explose. Mais j'ai des confrères qui voient de base beaucoup plus de patients que moi. Et en fait, forcément, du coup, ils arrivent à des revenus, et c'est les vieux médecins surtout. Donc moi, là, mes revenus dont je te parlais tout à l'heure, je suis dans la moyenne des médecins généralistes libéraux. Sauf qu'en fait, faut imaginer qu'il y a un gros écart type, en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de vieux médecins qui voient 45 patients par jour. Ah ouais. Les vieux médecins, tu sais, ceux qui bossaient de 7h à 22h, en voyant toutes les 10-15 minutes des patients, ils tirent ces revenus vraiment vers le haut. Et moi, je suis dans la moyenne, sachant que je cote beaucoup, que j'ai une patientèle qui est plutôt favorable dans mes revenus. Mais je te dis, moi, j'ai un confrère qui aime pas la pédiatrie, qui fait pas de gynéco, qui aime bien la gériatrie. Et il est payé 25 € pour des patients hyper âgés, hyper polypathologiques. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Tu parlais tout à l'heure de santé mentale et de burn-out par rapport à l'argent, et notamment ce truc d'avoir peut-être une tentation, tu vois, d'avoir un maximum de gens. Pourquoi tu me parlais de ça, en fait? Tu m'évoquais ça en me disant, ça peut être aussi une occasion ça peut être aussi, pas l'occasion, mais le danger, c'est aussi de rentrer dans une boucle infernale où tu veux voir un maximum de gens. Mais c'est ça, mais c'est surtout qu'on a une pression de... Moi, j'ai 1200 patients dont je suis le médecin traitant. J'ai 3000 patients que je vois différents au cabinet. Donc, en gros, et en fait, tous les jours, je peux refuser 5 à 10 patients. Je prends plus de nouveaux patients parce que sinon, là, j'ai déjà 2 semaines de délai. Quel est l'intérêt d'avoir 1 mois et demi de délai pour un médecin généraliste? Ça n'a aucun sens. Et en fait, tu te fais vite emmener dans l'engrenage de te dire, je prends de plus en plus de patients, donc du coup, je travaille plus. Et puis, d'un point de vue financier, si on revient au financier, moi, j'ai plein de confrères qui se sont fait prendre dans l'engrenage de dire, je gagne très bien ma vie, donc du coup, j'ai des charges encore plus importantes, à la fois pro et perso, notamment perso. Je pense qu'il y a des gens qui... Et du coup, qui se sont mis dans son engrenage de bosser encore plus. Mais du coup, ils payaient encore plus d'impôts. Donc du coup, ils bossaient encore plus. Et du coup, ils payaient encore plus d'impôts. Mais c'est horrible, c'est des problèmes de riches, là, ce que je te raconte, j'en suis consciente. Mais en fait, du coup, tu te fais prendre dans l'engrenage de te dire, il faut que je bosse encore plus et que je vois encore plus de patients. D'autant plus que ça arrange les gens que je les vois. Et au final, je gagne plus, quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est important de parler des problèmes de riches, je crois, dans ce podcast, comme tu dis, parce que j'ai eu des gens qui sont pauvres, tu vois, dans ce podcast, et je crois que c'est important de se rendre compte que c'est pas parce que t'as plus d'argent que t'es plus heureux, parce que forcément, en fait, avoir plus d'argent peut t'amener aussi. Et tu vois, peut-être que quand t'es tout bip, tu te dis, il faut que j'ai un certain statut social, il faut que j'ai un appart plutôt comme ça, il faut que j'ai une voiture plutôt comme ci, etc. Et en fait, effectivement, ça te fait augmenter tes charges, alors que potentiellement, t'es pas obligé de t'acheter tout ça, entre guillemets. C'est intéressant. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton argent, alors? Alors, donc déjà... Toi qui es riche. Les 2 premières années, j'ai fait l'écureuil, tu vois, genre vraiment... mais genre vraiment de manière indécente, puisque je savais pas combien j'allais gagner exactement. Ah oui, t'avais un peu parce peur. que j'ai pas de comptable, je t'ai pas dit. Ah j'ai bon? pas de comptable. Je fais tout moi-même. Mais pourquoi? Mais c'est trop bien. Non, je te jure. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas de comptable. Il y a une application. Je n'ai absolument rien avec eux, mais j'ai un logiciel comptable qui est incroyable. Je recommande à tous les indépendants, ils font pas que les médecins, qui s'appelle Indy. C'est incroyable. J'ai vraiment rien avec eux. Tous les gens à qui j'ai conseillé, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Faut que je les contacte pour avoir un petit OP avec eux, alors. Franchement, vas-y. Parce que je te jure, c'est
J'ai vraiment rien avec eux, je gagne rien à dire ça, mais ils sont incroyables. Et moi, j'ai une amie expert comptable au départ de mon installation. Je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'il faut que j'ai un comptable? Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, en BNC, c'est facile. T'as encaissement, décaissement. En plus, t'as pas d'employé puisque je n'ai pas de secrétaire médical. Ah oui, ça, je t'ai pas dit. Alors, BNC, c'est biens non commerciaux, c'est ça? Ouais, c'est un statut, ouais. Voilà. Bah, en fait, mon entreprise, c'est moi-même, en fait. J'ai une entreprise libérale, en fait. Comme les avocats, comme toutes les professions libérales, mon entreprise, c'est moi-même. J'ai pas de salarié, donc j'ai pas de secrétaire. Je fais tout moi-même. Mais du coup, ça diminue mes charges. Bah oui. Et c'est aussi pour ça que je gagne bien ma vie. Ok. Si j'avais une secrétaire médicale à plein temps, que je paye 2000 à 3000 euros par mois, avec les charges sociales, je gagnerais pas aussi bien ma vie. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les Toubib se mettent ensemble. Exact, c'est pour partager, entre guillemets, les personnes qui viennent te filer un coup de main, quoi. Voilà. Okay. Et donc, du coup, cette application est absolument incroyable. Et bah, en fait, c'est un robot, en fait, ça me fait ma compta. Tu sais, synchronisé à ton compte bancaire. Ouais. Et ça te fait... T'as juste besoin de checker, ça me met genre peut-être 15 minutes par semaine. Ok. Et même pas, je pense. Franchement, même pas. Et une heure et demie à la fin de l'année pour faire ma 2035. Ah ouais? Mais oui, c'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Fabuleux. Que tous les indépendants qui écoutent, franchement, renseignez-vous sur Indie. Vraiment, ils sont incroyables. Voilà. Et donc, du coup, je sais plus ce que je voulais te dire sur ça. Donc, du coup, oui, au départ, je savais pas combien j'allais gagner. Donc, j'ai vraiment fait l'écureuil, surtout que je savais que j'allais avoir ce rattrapage charges sociales, URSSAF et caisse de retraite. Et donc, du coup, non, mais c'est scandaleux ce que je vais dire, mais au bout de 1 an et demi, j'avais mis 50 000 euros sur un compte épargne. Waouh. Bah oui, si tu fais l'écureuil à fond. Parce que je me reversais très peu, en fait. Je me reversais moins que ce que je gagnais. Donc, du coup, tout de suite, à un moment, je me suis dit, oh là 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 là, mais en fait, peut-être que j'ai le droit de me reverser plus. Peut-être que je gagne bien ma vie. Ça a été compliqué pour toi, ce passage, de te dire, OK, j'ai de l'argent sur un compte en banque et que peut-être j'en aurais besoin à un moment donné et je vais commencer à en profiter un peu. Non, ça a été. J'ai pas trop de mal à dépenser mon argent, moi, ça va. Bon, mais après. Je parle pas forcément de le dépenser, je parle mais de le reverser sur mon compte perso. Ouais, ça a été un peu compliqué, ouais. J'ai mis quelques mois à me dire. Parce qu'en fait, j'avais pas encore le recul de me dire, est-ce que vraiment. Je savais le revenu moyen des médecins, mais je me rendais pas compte si moi, vraiment, je gagnais ça. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, ok, bon, bah. Puis ça aussi, au début, je me suis dit, mais comment je me fais mes versements de mon compte pro à mon compte perso? Qu'est-ce que je fais, en fait? Je fais à la demande? Je fais un truc régulier? Enfin, genre, vraiment, le truc, mais complètement... ça aussi, ça a été une vraie question. Donc, du coup, je m'étais fait 2 versements par mois que j'ai rapidement augmenté parce que je me suis rendu compte que je gagnais plus que ça. Bon, au final, j'ai bien fait d'économiser parce que tu vois, là... Ton fameux rattrapage URSSAF, t'as payé combien de sous? Bah, entre août et décembre, là, j'ai eu à sortir 20 000 euros d'impôt sur le revenu et 15 000 euros d'URSSAF. Donc heureusement que j'avais quand même fait l'écureuil. Bah oui. Mais voilà, mais je le savais, je l'anticipais. Et du coup, maintenant, ça va être un peu plus lisse, ça sera plus clair pour moi d'anticiper les choses. Bah oui, c'est le début de la... C'est bien, tu payes 20 000 balles de revenus, ça veut dire que tu les as gagnés, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que... Oui, bien sûr, mais là, en 2023, je vais payer moins, je vais gagner moins en 2022 qu'en 2021. Ok. Puisqu'il n'y avait pas ce rattrapage, puisque je payais moins de charges sociales en 2021, et puis parce qu'il y a eu le Covid aussi, avec notamment les vaccinations Covid. Gros dos là aussi. On a été très bien payés pour les vaccinations Covid. Ah oui, parce que pour inciter les Toubib de ville à offrir un maximum la vaccination, c'est ça? Ils vous ont filé un bonus ou un truc comme ça? Non, pas un bonus, c'est juste qu'on était bien rémunérés à l'acte, en fait. Alors que ça prend pour le coup 5 minutes, quoi. Ouais. Ok. Ça, je trouvais ça un peu trop. Tu vois? Mais tu crois pas qu'il y avait justement... Enfin, pour moi, il y avait vraiment un truc de... On veut qu'il y ait un maximum... pour inciter les gens, ouais. Mais tu vois, que je sais plus exactement parce que je sais plus. Mais c'était... Je sais plus. C'était 25 euros aussi, mais sauf que ça nous mettait 3 minutes. Oui. Et à côté de ça, tu vois le patient qui marche pas, qui est hyper âgé, tu gagnais aussi 25 euros. C'était pas... Enfin, c'est pas cohérent, quoi.
Donc au final, comme j'ai pas mal vacciné, du coup j'ai gagné plus en 2021 et comme je payais moins de charges, oui. Donc du coup en 2022 je vais gagner un peu moins. Mais le revenu que je t'ai donné tout à l'heure, je l'ai lissé sur les 2 années. Hein. Ok. Voilà. T'as bien fait le taf. Bah ouais, t'as vu, j'ai fait ma bonne élève comme je te disais. Et t'as la sensation, toi, maintenant, là, après 2-3 ans, que t'as un rapport un peu plus apaisé à l'argent, parce que tu disais que tu savais pas trop te rémunérer, etc. Comment te rémunérer Moi, je trouve que je suis plutôt apaisée dans mon rapport à l'argent, aussi bien dans mes revenus que dans ma dépense personnelle. On a un gros prêt immobilier, on est en région parisienne. Quand tu dis honte, avec ton copain. Ouais. Alors mon mari est médecin aussi. Ton mari. Ouais. Ah, un couple de médecins. Ouais. Ok. Donc tu vois, déjà moi je gagne bien ma vie, mais à 2 on gagne encore mieux notre vie. Bah oui, j'imagine. En fait, on imagine qu'avec des rémunérations comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui imaginent que j'ai des trucs de luxe et tout, mais tu vois, j'ai téléchargé une autre application, mais ça d'un point de vue personnel, pour me rendre compte où partait notre argent, parce que je me suis dit, en fait, on gagne très bien notre vie, mais où part notre argent? C'était important pour moi aussi, ça a été une démarche de dire, mais en fait, parce qu'avant, genre, je contrôlais un peu mes comptes, mais je me rendais pas compte sur l'année où partait notre argent. Donc beaucoup dans notre prêt immobilier. Après, on s'est fait quelques plaisirs, mais après, tu vois, on vit dans un appart qui fait 70 mètres carrés. Oui, on se fait des bonnes vacances, mais on n'est pas. Enfin, après, on est assez minimaliste. J'imagine que vous avez acheté un appart qui est cher. Oui, on a acheté un appart qui est cher. Bah, c'est la région parisienne. Hein. Bah oui. Mais au final, tu t'imagines que, parce qu'à 2, on est à plus de 10 000, tu t'imagines peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent que du coup, on a une grosse maison, une grosse terrasse et tout. Bah, non, en fait, c'est pour ça, on vit dans un 70 mètres carrés. On est hyper heureux et on est hyper content, mais on n'est pas non plus. Mais parce qu'on est assez minimaliste, en fait. On est toujours le pauvre. Ouais, c'est ce que je te disais. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est vrai. Et on est assez minimaliste dans on consomme assez peu. Après, on s'est fait des grosses. On préfère faire des grosses dépenses, genre des vacances, plutôt que au quotidien, on consomme assez peu. Parce que vous travaillez beaucoup aussi, j'imagine, non? Ouais, c'est ça. On est assez on est assez orienté bouffe, donc on se fait quelques restos, gastro. Mais sinon, fringues, j'ai eu un dressing hyper minimaliste, j'ai rien de luxe. Ça a été un gros dos, tu vois, là j'ai eu 30 ans il y a pas longtemps. Je m'étais toujours dit qu'à mes 30 ans, je m'achèterais un truc de luxe. Mon premier article de luxe, je ne sais pas du tout pourquoi, ça c'est complètement débile. Et mon anniversaire est passé, j'ai pas encore passé le cap, tu vois. T'as du mal à y aller ? Ouais, je sais pas. En fait, déjà, j'ai du mal à choisir quoi exactement ce que je veux. Oui, il n'y a pas un truc que tu veux et où tu te dis non mais calmons-nous. Bah, j'ai plusieurs idées et je sais pas quoi. Et t'as du mal à passer le cap et à te dire tiens en fait ça fait 3 ans que je bosse comme une mule maintenant, j'ai. Ouais, mais tu vois, je me suis quand même fait on s'est quand même fait des gros plaisirs, tu vois. Moi par exemple, j'ai une de mes premières grosses dépenses là que je me suis fait quand vraiment je me suis rendu compte que je gagnais très bien ma vie, c'est mon gros complexe, c'était mon sourire, et donc du coup, tu vois, j'ai fait de l'orthodontie là avec la marque de gouttière connue là. Ouais. T'as fait redresser tes dents. Ok. Un peu de la truc esthétique, tu vois. Bah oui. Tu vois, ça a été ma grosse dépense. Ça coûte combien ? Oh, c'est cher. Ah ouais ? Oh là là. Ok. C'est plusieurs milliers d'euros. Combien ? Ouais, si je te jure. Quoi ? Plusieurs milliers d'euros. Ah ouais, ok. Ouais. Ah si, ça vaut une fortune. Je me rends pas compte. Bah c'est parce que c'est beaucoup plus confortable que des bagues. Mais... Ok. Là, je vois Fab qui est en train de regarder si je suis mon aligneur ou pas. Pas du tout. Mais non, je l'ai pas mis ce matin, comme je savais que j'allais parler beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais causer ? Attends, je regarde. Vas-y. Regarde ta petite liste. Si j'ai rien oublié. Ouais, j'ai 2 trucs. La première chose, c'est que, tu vois, j'adore mon métier, mais c'est de plus en plus dur et je sais pas si je ferai ça toute ma vie. Ok. Pourtant, j'ai fait 9 ans d'études. J'imagine que tu as écouté l'épisode de Victoire, c'est ton premier épisode, ouais. Bien sûr, j'ai écouté. Qui était donc pour les hyper gens intéressant. Je vous mettrai le lien, mais pour les gens qui étaient pour les gens qui n'ont pas écouté, Victoire qui a été radiologue en fait pendant des années, qui gagnait pour le coup très très bien sa vie et qui a tout plaqué en fait, quasiment du jour au lendemain ou presque. Pour devenir entrepreneuse, quelle idée de galérer.
Toi, tu penses... Tu vois, j'ai mon frère qui a ouvert un commerce, là. Et j'ai trouvé ça grave cool. Et en fait, moi, je me revois dans les premiers mois de l'installation, j'ai trouvé ça... Ah oui. Oui, il y a ce truc un peu de lancer un projet. La partie entrepreneuriale projet, j'adore ça. Ok. C'est ouf, hein, parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, mais ouais, moi, j'ai un peu le rêve de monter ma boîte quand même. En tout cas, toute la partie entrepreneuriale, je trouve que c'est incroyable. Et pourtant, j'ai aucune... Tu vois, j'ai pas... Mes deux frères ont fait des écoles de commerce. Moi, pas du tout. J'ai aucune notion sur ça. On s'en fout, ça. Ouais, mais bon, tu vois... C'est un truc qui s'apprend sur le tas, de toute façon. C'est pas en faisant une école de commerce que t'apprends à monter une boîte et à gérer une boîte, hein, crois-moi. Ouais, ça se saurait. Hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, tu vois, là, mon frère, il a ouvert une cave à vin et je trouve ça vraiment incroyable. Mais alors, c'est plutôt l'aspect création que gestion de ce fait-là qui te fait marrer. Ouais, même le côté commercial, enfin, le côté... Ouais, le côté commerce, boutique, je trouve ça cool. Ok. Tu le vois, là, ton frère, il doit être en train de galérer, non ? Oui. Justement, créer un business. Ouais. Alors que toi, comme tu disais, t'es arrivé, et en fait, au bout de 3 mois, t'avais déjà... Et c'est pour ça que c'est encore plus incroyable d'en arriver là, à te dire que j'ai fait de nombreuses d'études, et peut-être qu'un jour, je l'utiliserai plus, mon diplôme. C'est chaud, hein ? Bah oui. Et ça montre à quel point le métier est si difficile et qu'on a beau gagner très bien notre vie. Après, je dis ça, mais bien sûr, si je vais accumuler ça et, je vais économiser de l'argent et bien sûr, ça va me faire un bagage financier pour lancer quelque chose. Mais ouais, donc c'est un vrai projet. Non, pas. Tu parles pas de moyen ça comme terme, si c'était déjà. Non, mais tu vois, je sais pas si je vais pas me ruiner ma santé mentale à cause de mon boulot. C'est ce que j'allais te dire, c'est que j'ai un peu l'impression que ce métier effectivement te permet de bien gagner ta vie, mais qu'en fait il est exigeant. En fait, on n'imagine pas. Moi, quand je bosse 10 heures par jour, en fait, j'ai l'impression de bosser bien plus. En fait, je mets tellement d'empathie, de concentration, je reçois tellement des choses difficiles. Les patients, ils me disent des choses tellement dures au quotidien, et la maladie, la mort, c'est tellement intense que c'est lourd, en fait. Moi, je les vois, mais j'ai des amis toubib, ils sont plutôt en mode robot, quoi. Tu vois, ils préfèrent justement mettre de côté l'empathie pour se dire non, mais en fait, sinon je vais crever, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, tu perds un peu le sens, je trouve, de ton. Ouais. Si c'est juste un technicien. Et alors, imagine demain, tu te lances dans un business. Tu vas diviser tes revenus, alors peut-être pas par 10 comme Victoire, mais peut-être par 3 ou 4, tu vois. T'as déjà un plan de te dire ok, c'est pas très grave en fait de diminuer le niveau de vie, parce que il y a ce truc là aussi, quoi. Ouais, bah tu vois, oui c'est sûr, mais non, mais en vrai voilà, c'est un projet très loin, c'est très flou et le simple fait que t'en parles là, mais en fait ça a du sens, hein. Mais en fait, tu vois, c'est quelque chose que je m'autorise en fait à long terme de me dire, mais c'est pas parce que je suis médecin que je suis pas mariée à mon métier, en fait. Je vais pas être condamnée jusqu'à ma retraite à faire ça, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut que les autorités, elles comprennent, c'est que soit il faut qu'ils nous donnent des conditions de travail qui sont cohérentes, en fait, parce que sinon, mais moi j'en ai d'autres, hein, des confrères. Bah regarde Victor, mais il y en a d'autres, hein, des confrères qui arrêtent tout et qui font autre chose. Ouais, alors après, pour moi, il y a aussi un truc où arrivé à 30 ans, c'est un peu la quête de sens, tu vois, et tu t'as fait des études de médecine pour faire plaisir à papa, maman, et en fait, tu te rends compte au bout de 3, 4 ans, 5 ans de métier que tu vas pas faire ça toute ta vie. Moi, c'est pas ça. Vraiment, j'adore mon métier. Mais c'est juste que je te dis, j'y laisserai pas ma peau, quoi. Ah, je sais. Non, je te dis juste que pour moi, il y a plein de médecins qui arrêtent aussi pour ça, oui, tu vois. Mais tout comme il y a plein de tu parlais de gens qui ont fait des écoles de commerce et tout pour faire plaisir à papa, maman, qui ont bossé en école qui ont posé en cabinet de conseil, tu vois, et qui en fait finissent par péter un plomb au bout de 5 ans de métier, quoi, ce que je peux comprendre, parce que quel est le sens derrière tout ça. Ouais. Et la deuxième chose, mais ça c'est mon côté féministe qui ressort et j'en profite, c'est je voulais dire aux filles, aux femmes, qu'elles ont le droit de gagner de l'argent, qu'elles ont le droit de vouloir gagner de l'argent, qu'elles ont le droit de vouloir gagner plus que leur mec, que c'est ok, en fait. Tu gagnes plus que ton mec, toi ? On gagne pareil, en fait. Okay. Tu vois, c'était marrant, mais ça nous fait un peu rire parce là encore, sur les dernières années, on se dit là, qui gagne le plus et tout, ça nous faisait rire, en fait, de savoir à qui. Mais en fait, on est kiff-kiff, quoi. Ok. Et si tu gagnais beaucoup plus d'argent que ton mec, tu crois que ça se passerait bien dans votre couple ? Mais en fait, on se pose pas la question dans l'autre sens, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve, c'est ça que je voulais dire, c'est genre, c'est ok, en fait.
Et si t'as envie de pas beaucoup, si t'as envie de pas beaucoup voir tes enfants parce que t'as envie de bosser beaucoup, je veux dire, pas forcément de pas les voir, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as envie de mettre ton job aussi en balance dans ta vie par rapport à ta maternité, oui, parce qu'on a un enfant, je t'ai pas dit. Ah, ok. Ouais. C'est ok aussi, en fait. Mais moi je milite pour ça à fond, ouais, tu vois. Oui, je sais, c'est pour ça que je te le dis aussi. J'entends bien tout ça, mais tu vois, justement, je crois que c'est pas que juste c'est ok, c'est que il faut observer cette culpabilité qui est en toi, d'observer cette peur. Oui, parce que tu es maman, tu dois être là, tu dois travailler moins, tu dois t'occuper, et tu dois t'occuper de tes enfants plus que ton mec, et puis, voilà, non seulement c'est ok, mais il y a pas de souci à ça, quoi. J'en profite pour dire que j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daronne, où j'interviewe des mamans. J'en profite pour faire de la promo entre mes podcasts. Je suis un ouf. Ok, j'ai une dernière question pour toi, si tu veux bien. Ouais. C'est tiré de ce bouquin qui s'appelle Trouver sa raison d'être, dont j'ai fait un podcast avec William Régeau et Martin Serralta. Vous pouvez aller chercher dans votre appli de podcast qui s'appelle Trouver sa raison d'être. En gros, pendant 30 jours, on vous pose une question par jour. Donc vous démarrez jour 1 et c'est une question un peu existentielle sur comment faire pour aller trouver ta raison d'être. Et ta raison d'être, Martin Serralta, qui est le chercheur qui a créé ce questionnaire, et il appelle ça aussi l'élan vital. C'est pas lui d'ailleurs, c'est un philosophe dont j'ai zappé le nom là maintenant, qui appelle ça l'élan vital. Donc c'est vers quoi t'as envie d'aller en fait dans ta vie. Et il y a une question très intéressante le jour 22 qui est en rapport à l'argent. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon totalement déraisonnable selon moi, mais tellement satisfaisante, et pourquoi? Au quotidien ou de manière ponctuelle? Ce que tu veux. De façon déraisonnable selon moi, mais tellement satisfaisante. Tu vois, je dirais des vacances au soleil. Parce que c'est un peu déraisonnable d'un point de vue écologique. Mais en même temps, on a tellement besoin de ça pour souffler, partir loin, prendre l'avion. C'est un peu déraisonnable, et en même temps, j'essaye de le faire moins. J'essaye de réduire au quotidien mon empreinte écologique, mais j'avoue que parfois je prends l'avion pour aller loin. Loin. Le plus loin possible de cette vie. Ouais. Un peu. Ouais. Il y a un peu ce truc de fuite. Ouais. Ouais. Et ça fait du bien. Oui, j'imagine. C'est pas trop compliqué de rentrer. Si, un peu. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Hein. Merci beaucoup, ouais, Amélie, c'était trop bien. Merci pour ton témoignage. Ciao. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.